c'est remettre cette monnaie au service de l'économie réelle. Et effectivement, quand on regarde comment fonctionne cette monnaie, on se rend compte qu'elle est accaparée par une des parties prenantes de notre République, les acteurs financiers. Alors regardez bien, une journée complète de transactions monétaires dans le monde. Il est minuit. À 2 heures du matin, toutes les transactions en monnaie de l'économie réelle sont terminées. C'est hallucinant. Le premier 3/4 d'heure, on a tout produit. Le deuxième 3/4 d'heure, on a tout financé. Et le troisième 3/4 d'heure, on a échangé entre nous des devises pour acheter des produits, des services ou des pièces dans des zones qui ne sont pas les mêmes que nous. Et de 2 heures du matin jusqu'à 24 heures le soir, nous n'avons que des transactions de monnaie pour de la spéculation de prix à la hausse ou à la baisse. 97% des transactions en monnaie se font sur les marchés financiers. Vous imaginez nos poissons, comment ils vivraient si on retirait 97% de l'eau de la mer ? 97% de nos rivières ? Eh bien oui, ça marcherait très mal. Et effectivement, ça marche très mal. Mais c'est pas tout. Cette monnaie, elle est fabriquée d'une façon hallucinante. 85% de la monnaie en circulation est une monnaie exclusivement de crédit. Ce n'est pas des pièces et des billets fabriqués par la Banque centrale. C'est du crédit. Alors c'est quoi une monnaie de crédit ? C'est tout bête. C'est une monnaie en fait qui n'existe que le temps qu'on la rembourse. Et une fois qu'on l'a remboursée, elle n'existe plus. Alors comme l'économie est une baignoire, si vous retirez progressivement l'eau que vous y mettez par le bas, eh bien au bout d'un moment, il n'y a plus d'eau. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Imaginez que nous devions tous ensemble rembourser la totalité de nos crédits. Il n'y aurait plus de monnaie dans l'économie. On serait tous comme ça. C'est exactement ce qui se passe dans les crises financières. Ils n'acceptent plus leur propre dette entre eux parce qu'ils ne se font plus confiance. Alors tout le monde veut de la monnaie centrale, mais il n'y en a que 15%. C'est un peu comme les chaises musicales, si vous voulez. Vous voyez ? Quand la musique s'arrête, il manque toujours une chaise. Eh bien, ça, c'est quelque chose que nous devons changer. Pourquoi ? Parce que ça crée des dysfonctionnements énormes dans notre société. Ça crée des bulles financières parce que ces intérêts composés se concentrent sur certains acteurs, au détriment de tous les autres. Du coup, ça crée des bulles financières sur les marchés financiers qui sont énormes. Ça étrangle les ménages. Taux d'endettement des ménages. Ça étrangle nos entreprises, taux d'endettement des entreprises. Et maintenant, ça touche même nos États, qui sont censés être les derniers payeurs en dernier ressort. Prenons l'exemple de la France. 1980, à peu près 200 milliards d'euros de dette. 2006, 1200 milliards d'euros de dette. La différence entre les deux, 1000 milliards. Vous savez ce que c'est ces 1000 milliards ? C'est les intérêts composés de cette dette. Quand je pense qu'on va réclamer 1 euro à une mémé pour acheter une boîte de médicaments, mais est-ce qu'on a envie de continuer à vivre dans cette société ? Il y en a plein qui disent que non. Et ça fait même un sacré parti de temps que ça a commencé. Dans le monde entier, plus de 5000 monnaies complémentaires sont en train d'éclore sur tous les continents du monde. Avec un seul objectif, remettre les transactions monétaires au service de l'économie réelle, des citoyens, des entreprises réelles et des collectivités locales. Elles partent souvent à l'initiative de citoyens. Elles sont parfois soutenues par leur ville, elles sont soutenues par leur région ou leur pays. Et nous, sur Toulouse, on a décidé d'expérimenter ça depuis le 6 mai 2011. Depuis le 6 mai 2011, à Toulouse, nous avons effectivement une monnaie qui est en circulation et qui a été co-construite par la ville de Toulouse, par un groupe de 700 citoyens aujourd'hui, regroupés en association. Et qu'est-ce qu'elle permet de faire, cette monnaie complémentaire ? Elle permet en fait de relocaliser la monnaie centrale. En fait, comment ça marche ? Tout simplement, on échange 1 euro qu'on met de côté sur un compte d'épargne contre un sol violette. Une fois qu'on a ce sol violette, on peut le dépenser dans un réseau d'acteurs agréés qui respectent l'homme et la nature. Et comme il y a une petite taxe sur ce billet, si on ne le fait pas circuler au bout de 3 mois, il perd de la valeur. Alors du coup, on le fait circuler plus vite. Et avec une même quantité de sol violette, on produit 2 à 3 fois plus de richesse que l'euro dans le monde réel. Mais c'est pas tout. Les produits qui sont vendus dans ce réseau, ils sont vendus par des entreprises qui ont été agréées selon des critères de développement durable. Et donc on transforme progressivement le PIB noir en PIB
on va dire vert, on pourrait le donner avec un autre terme, en tout cas, un PIB beaucoup plus respectueux des hommes et de la nature. Mais c'est pas tout encore. L'épargne qu'on a placée ici, elle reste pas morte, elle va pas sur les marchés financiers. Elle est mise donc sur un compte d'épargne éthique qui est divisé en 2 parties. Au crédit municipal, il sert à financer de l'exclusion financière, en fait des personnes en situation d'exclusion financière par du microcrédit. Et de l'autre côté, cette épargne s'investit dans des entreprises qui respectent l'homme et la nature. Donc non seulement on relocalise la circulation de la monnaie, mais en plus on relocalise l'épargne vers ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les personnes en situation d'exclusion et les entreprises. Et enfin, très important, cette monnaie, elle est gérée de façon totalement démocratique par un comité local d'agrément qui comprend toutes les parties prenantes de l'économie locale, collectivités, partenaires financiers, habitants, entrepreneurs. Et grâce à ça, ils décident quand ils émettent cette monnaie, comment ils émettent cette monnaie, comment elle peut circuler, et derrière, qui peut rentrer et l'accepter. Donc le sol violette, c'est vraiment un outil extraordinaire au service des citoyens. Pour terminer, je voudrais vous dire effectivement que, comme vous le voyez, nous devons partager la gouvernance de l'entreprise avec tous ceux qui la font. Sinon, forcément, cette entreprise ne sera plus dans le bien commun. Nous devons ensuite faire en sorte que les produits que nous produisons et que nous consommons respectent la nature, sinon il n'y aura plus d'entreprise du tout et plus de production. Et enfin, nous devons mettre en place une monnaie qui devienne un véritable bulletin de vote. Parce que si on vote tous les jours, ça ira bien plus vite que tous les 5 ou 6 ans. On ne se rend pas compte à quel point la monnaie est un objet politique. Politique dans le grand sens du terme, dans le sens athénien du terme, c'est-à-dire lié au respect du bien commun et des libertés individuelles. En fait, c'est une carte de fidélité, mais qui fédère les gens qui sont inscrits dans le développement durable. C'est un peu ça. En une phrase. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici chez Soligraine? Des habits déjà. Ici, on trouve par exemple des t-shirts issus du commerce équitable. Donc on a la garantie que ces t-shirts ont été produits dans des conditions écologiques et sociales décentes. Alors là, on a des pommes, des poires, des abricots qui ont été produits dans la région. Donc des produits, on ne le dira jamais assez, qui ont un faible bilan carbone. Ça veut dire qu'il n'a pas fallu des kilomètres de camions, d'avions, de bateaux pour les apporter jusqu'ici. Ils ont été produits dans la région. C'est ça. Alors tout ça, on peut le payer en sol et en euros. Comment ça fonctionne ici? Alors soit on paye ces produits en euros et on reçoit des sols. D'accord. Soit on décide de payer jusqu'à 50% du prix en sol. Alors Coralie, le sol, une monnaie complémentaire pour rémunérer ce qui est issu du développement durable, c'est une initiative qui est verte ou pas mûre? C'est une initiative verte qui porte ses fruits. L'économie, c'est comme une baignoire. La monnaie est son eau. La règle est de la remplir avec la bonne quantité. Ni trop, ni pas assez. Quand une économie est en croissance, c'est comme si la baignoire grossissait. Il faut donc rajouter de l'eau, c'est-à-dire créer de la monnaie. Donc une première question s'impose. Comment est créée la monnaie ? Les robinets de l'économie, ce sont des banques très particulières, normalement publiques, que l'on appelle des banques centrales. Elles peuvent créer et détruire la monnaie à volonté, et donc remplir ou vider l'économie. La monnaie créée par ces banques s'appelle la monnaie centrale. Mais, petite astuce, il existe un deuxième robinet, constitué des banques commerciales, c'est-à-dire les banques privées. Cependant, ce robinet fonctionne d'une manière un peu particulière. Je vous explique. Lorsque l'on fait un emprunt dans une banque, la plupart des gens s'imaginent que la banque donne une partie de l'argent qui est dans ses coffres. Eh bien, pas du tout. La banque va en réalité créer l'argent qu'elle prêtera par une simple écriture comptable. Cet argent sera détruit au fur et à mesure que le prêt sera remboursé. Ce procédé se nomme tout simplement la création monétaire par le crédit.
Pour savoir lequel de ces deux robinets coule le plus fort, il faut connaître les règles qui permettent de les tourner. Première règle, l'article 123 du traité de Lisbonne. Il fut un temps où les États se finançaient auprès de leur banque centrale et faisaient donc couler le premier robinet. Autrement dit, les banques centrales créaient l'argent dont les États avaient besoin pour combler leur déficit. Ce que l'on appelle aussi faire tourner la planche à billets. Mais l'abus de cette pratique à des fins généralement électorales provoquait par moments une inflation importante. C'est pourquoi, depuis les années 70, influencés par le monde financier, les États s'interdirent le recours aux banques centrales. Cette interdiction existe toujours et est aujourd'hui visible dans le traité de Lisbonne, signé par tous les membres de l'Union européenne sous l'article 123. Les États ne peuvent donc plus faire couler le premier robinet, ils utilisent alors le second. Cela veut dire que pour combler leur déficit, les États font désormais des emprunts auprès du marché financier, et plus particulièrement auprès des banques commerciales. Deuxième règle, les réserves fractionnaires. Tout comme les États, les ménages et les entreprises font aussi leurs emprunts auprès du marché financier. Cela garantit alors pour les banques commerciales beaucoup d'argent à prêter en perspective. Mais disposent-elles de suffisamment de fonds pour cela ? A priori oui, car comme nous l'avons vu, les banques commerciales créent l'argent qu'on leur emprunte. Mais il existe une limite, que l'on appelle le taux de réserve. La création ne peut avoir lieu que si la banque possède une certaine quantité de monnaie centrale. Cependant, cette limite est franchement souple, puisque, au final, les banques commerciales peuvent créer et prêter plus de 6 fois ce qu'elles possèdent en monnaie centrale. Et si malgré cette souplesse, elles sont tout de même à court, pas de souci, puisqu'elles sont autorisées à emprunter autant que nécessaire auprès des banques centrales. Cela laisse donc pas mal de liberté au second robinet. Ce système plutôt méconnu s'appelle le système des réserves fractionnaires. Il est pourtant répandu dans le monde entier. Trêve de robinetterie, revenons à la baignoire. Nous venons de voir que le premier robinet ne sert plus aujourd'hui qu'à alimenter le second. En d'autres termes, la monnaie centrale ne sert plus aujourd'hui qu'à un rôle de régulation pour les banques. On peut donc comprendre que la baignoire est alors totalement remplie de la seconde eau. Autrement dit, la totalité de la monnaie en circulation prend désormais son origine dans les crédits accordés par les banques. En effet, l'essentiel de la monnaie est de la monnaie dite scripturale, c'est-à-dire de la monnaie issue du crédit. Or, il y a un problème avec cette eau. Elle s'évapore. Et oui, puisque la monnaie provient du crédit, elle disparaît quand ces mêmes crédits sont remboursés. Il faut donc sans arrêt refaire couler le second robinet pour garder la baignoire pleine. C'est-à-dire que les États, les ménages et les entreprises doivent sans cesse emprunter auprès des banques pour que l'économie fonctionne. Deuxième problème, cette eau coûte très cher. En effet, les crédits accordés par les banques s'accompagnent d'un taux d'intérêt servant à rémunérer la banque. Il faut par conséquent payer perpétuellement des intérêts sur cette monnaie scripturale qui remplit l'économie. Et je peux vous le dire, cela représente un sacré pactole pour les banques et leurs créanciers. Elle est à double face, comme les deux faces d'une pièce. Voici deux petites histoires pour les illustrer. Et nous allons commencer par le côté pile. Nous sommes dans un petit village, quelque part au Québec. Et dans ce village, l'auberge de la Calèche trône en face de la gare.
C'est le lieu où les villageois ont plaisir à se retrouver pour échanger les derniers potins, commenter l'actualité, passer un bon moment entre amis. Et ce matin-là, arrive une dame. Bonjour. Oh, bonjour, madame. Vous allez bien? Très bien, merci. Pourrais-je réserver une chambre pour ce soir? Je suis venue dans la région régler 2-3 affaires et j'ai aucune idée du temps que ça va prendre. Alors, comme j'ai peur de manquer le dernier train, je préférais avoir une chambre au cas où. Inquiétez-vous pas, on est là pour ça, chère dame. OK, je vous réserve une chambre. Je vois que vous n'avez pas de bagages. Alors, ce sera 50 $, s'il vous plaît. Certainement. Excusez la déchirure, je l'ai réparée avec un peu de papier collant. Pas de problème, chère dame. Ça fait tout autant l'affaire. Parfait, alors, à ce soir. À tantôt. Elisabeth. Oh, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon boulanger préféré? Eh bien, je te rappelle que tu n'as toujours pas payé le gâteau que j'ai fait pour ta fille l'autre jour pour son anniversaire. Oh. 50 $, justement. Alors, le beau billet que tu as là serait tout aussi bien dans ma caisse. Hey, tu fais bien de me le rappeler, hein? Je suis désolée, j'avais complètement oublié ça. Eh bien, c'est pas tout ça. J'ai du pain sur la planche. Alors, je retourne à mes fourneaux. Bonne journée. Bonjour, bonjour. Bonjour, comment vas-tu ce matin? Ça va bien. J'arrive de prendre mon petit café puis je retourne à ma boutique. Mais j'y pense, je vous dois encore ma dernière visite. Hein? Oui. C'était combien? C'est pour quel soin? Ah ben, c'est pour une réparation d'un plombage. C'est 50 $. Ben justement. Voilà. Ben merci beaucoup. Hey, bonne Puis, journée. Ben bonne journée à toi, puis je dirai à ma secrétaire que c'est réglé. Excellent, merci. Bonne journée. Au revoir. Sylvie? À quelle heure mon prochain rendez-vous? J'ai un peu de temps de libre. Je vais en profiter, puis je vais aller payer mon garagiste. J'en aurai pas pour très longtemps. À tout à l'heure. Alors, satisfait de la dernière commande que j'ai faite pour toi, Gilles? Très satisfait. Bon savon? Oui. Excellent. Bonjour Gilles. Bonjour, quel bon vent t'amène? Un problème avec ta voiture? Un vent que tu vas aimer. Je m'en viens régler ce que je te dois. Ah oui? Je pense que c'était 50 $. C'était juste une vidange, hein? Oui, juste une vidange. C'est parfait. 50 $. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Bye. Mon cher Dominique, ça tombe bien. Je te devais 50 $ pour le savon liquide que tu m'as livré l'autre jour. Oui, 50 $ bien juste. Merci, ça tombe très bien. Et voilà. Bon, où j'en suis rendu? Prochain rendez-vous, peut-être un peu trop loin. J'aurais pas le temps de me rendre. Peut-être passer la nuit ici. Ouais, c'est une bonne chose. Je repartirai tôt demain matin. Pourquoi pas? Hein? Va à la Calèche. C'est la meilleure place dans le coin. En plus, ils sont pas chers. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Ça a l'air que c'est bien. Bon, allez, je me sauve. Même commande la semaine prochaine? Oui, mon Dominique. Merci, Gilles. Merci, Dominique. Bonjour. Oh, bonjour. Ou bonsoir, plutôt. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous auriez une chambre de disponible? Je suis désolée, mon pauvre monsieur, mais j'ai rien pour ce soir. L'hôtel est complet. Non, regardez. J'ai fini plus tôt que je pensais. Et puis, j'ai tout le temps d'attraper mon dernier train. Donnez donc ma chambre à monsieur. Ah, ben tout est réglé d'abord. Ce sera 50 $, s'il vous plaît. Avec plaisir. Et voilà. Oh, je vous remercie. Voilà pour vous. Ah, mais c'est mon billet de 50 $ que je vous ai remis ce matin. Ah oui? Comment voyez-vous ça? Ben, vous vous souvenez? Je vous avais dit qu'il était déchiré et que je l'avais réparé. Il est reconnaissable. Mais vous êtes donc bien riche, vous, pour vous permettre de déchirer les billets de 50 $. Aucune importance. Il était faux. Avant tout, prenons conscience du risque qui nous menace,
car nous pourrions aisément nous laisser aller à la solution de facilité qui consiste à attendre que le système explose de lui-même, ce qui manifestement va arriver ou est en train d'arriver. Lorsque les États seront eux-mêmes en faillite, il est fort probable que la finance internationale propose un nouveau système monétaire fondé sur une unité de compte mondiale gérée par une superbanque centrale planétaire. L'idée peut sembler séduisante et de fait, elle pourra séduire beaucoup tant la situation désespérée dans laquelle ils se trouveront lui donnera allure de bouée de sauvetage miraculeuse. Une monnaie mondiale serait certainement une bonne solution, mais à la seule condition qu'elle soit gérée par un organisme véritablement démocratique. Or, à ce jour, le seul organisme international qui pourrait prétendre à cette mission est l'Organisation des Nations Unies, dont le fonctionnement est loin d'être démocratique. Ne nous l'aurons pas. La démocratie n'est pour le moment qu'une belle idée que le commun des mortels ne sait pas encore incarner. Il est donc probable qu'une superbanque comme le FMI, la Banque mondiale ou la Banque des règlements internationaux soit mandatée sur la même logique qu'actuellement, car dans les mêmes mains. La dictature financière pourra alors s'imposer sans entrave et dans toute sa brutalité à l'ensemble des peuples résignés, car encore assommés par le choc de la crise qu'ils auront subi de plein fouet. C'est dire combien la situation requiert toute notre vigilance, et conscients de cela, nous pouvons maintenant agir à 3 niveaux. Au niveau politique, exerçons une pression constante sur nos élus et candidats pour obtenir la reprise légitime du pouvoir de création monétaire par les nations et parallèlement le total retrait de ce même pouvoir aux banques en abolissant les principes de double monnaie et de réserve fractionnaire. Cela revient à n'avoir plus qu'une seule monnaie émise par un organisme public sous mandat et contrôle démocratique. Oh, n'en doutez pas, vous vous heurterez certainement à un mur, car la classe politique en place actuellement est acquise à l'idéologie économico-financière qui se traduit par la logique que nous avons décrite. Sans son adhésion, les lois et traités qui définissent les règles du jeu qui s'imposent à nous n'auraient été ni écrits ni votés. Elle vous opposera donc la force de ces lois et traités ou tâchera de vous confondre dans un jargon technico-politique. Ne vous laissez pas impressionner et revenez incessamment sur l'illégitimité de ces lois et traités qui dépouillent les peuples de leur souveraineté et trahissent la vraie nature de la monnaie. Avez-vous entendu parler des monnaies complémentaires locales? Sachez qu'il se développe depuis le début du siècle un mouvement citoyen mondial, celui des monnaies complémentaires. De quoi s'agit-il? D'unités de compte locales, en plus de la monnaie nationale, émises et gérées par des groupes de citoyens réunis au sein de réseaux et dont les règles du jeu sont définies par eux-mêmes. À titre d'exemple, voici 2 expériences, celle du Crédito en Argentine, qui permit aux Argentins de faire face à la crise de 2001, et l'autre, le Ithaca Hour, qui circule dans la petite ville d'Ithaca, dans l'État de New York aux États-Unis, et qui répond, elle, à une intention éthique. No es dinero, se llama crédito, es un papelito, ¿sí? Y ese papelito te sirve para comprar lo que uno desee comprar, así sea ropa, alimento. Dos créditos, mi amor, muchas gracias. La gente se vuelca acá, vende, en principio vende sus cosas usadas, su ropa, su calzado. Otra gente que vende artículos como licuadoras o videograbadoras o televisores, lo que tengan. Comienzan así, lo cambian por alimento. Muy bien, gracias. ¿Tenés bolsita? Sí, me parece. Bueno. La economía
economía en Argentina está quebrada y esto es una economía paralela. Nos manejamos con nuestros créditos porque no tenemos los pesos, no hay peso en Argentina. Entonces este es nuestro peso, nuestro trabajo. Nous avons tout simplement généré un nouvel outil d'échange. Vous pouvez l'appeler monnaie si vous voulez, mais ce n'était pas notre intention. Nous utilisons simplement une représentation de la valeur du travail de chacun. Ah non, 7. Gracias. C'est ce que nous avons toujours fait. Quand j'avais un travail payé avec de l'argent et qu'avec cet argent j'achetais du pain à la boulangerie, je faisais du troc. Je troquais mon travail pour du pain. Et j'utilisais l'argent comme outil. Aujourd'hui, je fais exactement la même chose. Je travaille et en échange, on me donne un ticket qui équivaut à la valeur de ce travail. Et avec ce ticket, je vais dans une foire de troc et j'achète du pain. J'échange donc mon travail contre du pain. La seule chose qui a changé est l'outil. Auparavant, nous avions le peso. Quand il a disparu de la circulation, nous nous sommes demandé que pourrions-nous faire. Et nous avons inventé une nouvelle monnaie. Nous nous sommes dit tout simplement, croyez-vous que ce crédit a une valeur? Oui. Vous avez confiance en ce que je vous offre? Vous me croyez quand je vous dis combien il vaut? Oui. Alors vous l'acceptez. Aparte de tomártelo como un trabajo, esto es una gran familia, ¿entendés? Cuando no venís porque te duele algo, ya te están llamando porque no viniste. Y eso es lindo, te hace sentir bien, te hace sentir que no estás solo, ¿no? Yo tengo, mi esposo trabaja en la construcción, hace casas. Mi hijo está estudiando Derecho. Es estudiante, así que no tiene trabajo. Ella le paga la facultad al hijo con esto. Le ayuda mucho en la casa. O sea, con lo que yo trabajo acá en el nodo, llevo todo lo que necesito para mi casa, para comer, para vestirnos, para artículos de limpieza, todo. Y con el ingreso de mi esposo puedo pagar lo que se hace con dinero que acá no se puede hacer. L'idée que nous nous faisons d'une banque est celle d'une entreprise qui fait de l'argent avec de l'argent. Mais ici, dans le réseau de troc, nous voyons la banque comme une entité qui produit des biens et services en facilitant l'accès à un outil que nous appelons le crédit. L'idée n'est pas de bâtir un nouveau système financier. Ici, les crédits sont prêtés sans intérêt. Nous ne disons pas, comme le fait le FMI, « Je te prête 100, mais tu dois me remettre 150 ». Non. Nous prêtons 100 et nous disons « Rends-nous ce 100 en biens, services, marchandises ou savoir dont nous avons besoin dans le réseau ». Con el crédito que recibimos de la gente del PAR, hemos trabajado y tenemos casi 50 personas trabajando, con 30.000 créditos que se los dio, de los cuales hemos gastado 18 y hemos generado 50. Esta red permite que nosotros manejemos nuestro propio dinero a través de la producción. O sea, nosotros producimos y podemos ayudar también. Y fíjese usted que nosotros, a la transformación de esta prenda, nosotros nos permite fabricar, que ustedes si lo quieren ir a ver abajo lo van a poder firmar después, fabricar factura, churro y pan para los comedores escolares y para los comedores de los chiquitos, o sea, nos permite ejercer la solidaridad que realmente es para lo que es la cooperativa. Mais j'ai aussi rencontré des citoyens qui ont inventé une monnaie pour des raisons idéologiques. Aux États-Unis, il existe plus de 500 communautés utilisant une monnaie locale. Ithaca est l'une d'entre elles. Dans un pays riche comme les États-Unis, avec une monnaie forte utilisée partout dans le monde, pourquoi aurions-nous besoin de monnaie locale et pourquoi celles-ci se répandent-elles dans notre pays?
Je pense qu'elles répondent à un besoin important qui provient justement du fait que nous vivons dans une économie mondialisée. Ceci s'applique à tous les pays, nous sommes tous interreliés. Avec la mondialisation, la multiplication des réseaux, l'accroissement du commerce électronique à l'échelle de la planète, nous finissons par perdre de vue ce qui nous rattache à notre milieu et à notre mode de vie. And how we live is lost. Can I taste some cane apples, please? Just a little, Athena. There you go. Thank you. You make community. We back Ithaca Hours with our labor and our goodwill. That's really important to me. And Ithaca Hours like turned my life around in a way because I could trade for skills that I can't like sell, you know, like psychic readings or something. So I got Ithaca Hours and I was able to, when we didn't have any money, I was able to feed my kids using trading for Ithaca Hours. We can keep American dollars in the community, but we have far less control over where our American dollars go once we try to keep them in our community. This shows that we're truly supporting our local businesses and our local service providers because you cannot use this particular currency outside of our community. That's 2 quarter hours, which is $5, and 1 American dollar. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. By calling the currency an hour. En donnant à cette monnaie le nom d'heure Ithaca, nous relions le mécanisme de l'échange à la notion de temps et en dernière instance à la source même de la richesse, c'est-à-dire les gens et ce qu'ils apportent à l'échange. La monnaie locale a donc cet avantage de faire réfléchir à la notion de valeur. Elle nous renvoie aussi au dollar, qui est une monnaie désincarnée, anonyme. Nous ne nous demandons plus d'où il vient ni pourquoi nous lui accordons une valeur. Mais quand vous remettez à quelqu'un ce joli billet coloré portant le nom d'heure Ithaca et que vous lui dites que c'est de l'argent, il se demande aussitôt « Mais qu'est-ce que l'argent ?» There, that should be right. Okie doke. It was started about 10 years ago, and the foundation was to foster strength in the agricultural communities because food is, in essence, like one of our primary needs. You know, we need to have food, so it's a good place to start with something as basic as that. If you come around here, I can show you the Ithaca Hour Bank. We have an active board of directors who meets monthly to deal with issues of promotion and distribution of the currency. Right now, the board of directors has a whole stash of local currency printed, just like a central bank of any country would have a stash of currency printed and in reserves. And that currency is brought into circulation when a person calls in or fills out the form that says, I am able to do whatever task. Le seul point commun entre notre système et une banque, c'est que nous accordons aussi des prêts. Nous donnons parfois aussi des bourses à des organismes communautaires. Nous offrons donc un peu de financement aux entreprises locales. Ces deux exemples ne représentent pas eux seuls la grande diversité des monnaies qui fleurissent ici et là, mais elles incarnent sous différentes facettes la volonté de remettre la monnaie à sa juste place et à l'utiliser selon sa vraie nature. Dans tous les cas, au-delà de la dimension souvent anecdotique de ces expériences, il faut y voir le germe de l'incroyable transformation de la pensée humaine et de la société. Un jeu en apparence bon enfant, mais dans la pratique duquel l'humain se redresse en apprenant à réinventer la monnaie, tout en prenant en compte le bien commun et à faire en sorte que la démocratie soit autre chose qu'un simple mot. Maintenant, mais le défi est loin d'être gagné, car il ne suffira pas de reprendre le pouvoir sur la monnaie d'une façon ou d'une autre. Cette reconquête ne peut qu'être que le symbole de celle que les humains doivent entreprendre sur eux-mêmes s'ils veulent vraiment un monde de paix et de suffisance. Imaginez une seconde. Voilà, la nation a récupéré la lampe magique et du coup,
tout devient possible, comme si individuellement on venait de gagner un loto sans limite. Ne serait-on pas tenté de donner libre cours à tous nos caprices et envies, hier retenus par un pouvoir d'achat insuffisant? Car pour le moment, qu'est-ce qui nous freine? N'est-ce pas le manque d'argent? La réalisation de nos désirs, de nos envies, de nos projets ne dépend-il pas de l'argent dont on dispose? Allez, soyons honnêtes envers nous-mêmes, ne doit-on pas admettre que le plus souvent, quand on a une envie de quelque chose, notre seul réflexe est de regarder si nous avons les moyens de nous l'offrir? Où est notre conscience là-dedans? N'a-t-elle pas été kidnappée par notre porte-monnaie qui, en fin de compte, décide à notre place? Et si l'argent au niveau personnel dirige notre vie, peut-on encore s'étonner que la finance dirige le monde? Peut-on se révolter contre des institutions qui, après tout, ne font que refléter ce qui se passe en chacun de nous? Alors si nous voulons vraiment un monde de paix, de suffisance et d'équité, nous devons entreprendre en nous la transformation que nous voulons voir dans le monde. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, nous disait Gandhi. Répondons à cette invitation.